Salut, c'est les Jérôme. Pendant la saison morte, on retourne à nos travaux intérieurs. Comme vous le savez, on a posé un des deux parements des cloisons et on va maintenant installer les arrivées d'eau et les évacuations. On vous montre comment on s'y est pris. Un peu de plomberie donc. Il a une belle tête de vainqueur. Avant toute chose, un peu de préparation. Une des premières choses qu'on a faites, ce qui nous a permis d'acheter le matériel, c'est le schéma de l'installation. Et puis on a commencé par matérialiser les limites des douches, les lavabos, etc. Cela pour pouvoir déterminer l'emplacement des arrivées d'eau et où faire les trous dans la cloison. Pour les hauteurs, c'est assez variable. Par exemple, le dessus du lavabo sera à une hauteur de entre 80 et 90 cm. Et les arrivées d'eau environ à 50 cm. Bref, il faut laisser l'espace suffisant pour ne pas être gêné par le dessus du lavabo pour faire les connexions. Alors, on peut faire les trous. Et puis, pareil pour la douche, à une hauteur de 1,20 m et un écartement de 15 cm. On pose les appliques murales par l'intérieur des cloisons, ce qui n'est pas habituel. Et il va falloir ruser pour les attacher. On a pensé à les visser sur une boiserie qu'on calera dans l'ossature. C'est de toute façon ce qu'on aurait dû faire car le fond de la cloison est trop profond pour la longueur de l'applique, ou alors il faut mettre une rallonge. Pour poser les appliques droites et à bonne distance, on va mettre des intercalaires, avec deux couches d'OSB de 12,5 mm qu'on a utilisées comme première peau des cloisons, c'est pile poil. À l'arrière, on va utiliser un morceau d'OSB de 22 mm. Et ça tombe bien car on a des chutes de tous ces matériaux. Procédons à un premier essai. Il faut aussi que les appliques débordent du fond, sinon on ne pourra pas sertir les raccords. Alors on trace la ligne de position horizontale. Puis on a réalisé une cale de 150 mm de large pour marquer l'entraxe des deux appliques. Grâce au trait, il sera facile de visser les appliques au bon emplacement. Et on rajoutera des cales de la bonne épaisseur sur le tour pour un bon maintien. Et le tout sera collé. Pour certains poids de puisage, il y a un montant des cloisons en plein milieu, alors il faudra réaliser les supports des appliques en deux parties. Le support peut alors être vissé dans la cloison avec une vis de la bonne longueur, histoire qu'elle ne ressorte pas au travers du fermacelle de l'autre côté. Et voilà! L'eau chaude est chaînée entre la douche et le lavabo qui est juste à côté, mais pas l'eau froide, et on verra pourquoi. Et tout ça se met parfaitement. Bon, il n'y a plus qu'à fabriquer ces supports en masse. On a déjà fait les encollages de morceaux d'OSB qu'on recoupera ensuite. On a ensuite réalisé nos modules entre guillemets et il n'y a plus qu'à y visser les appliques. Ah oui, et puis tant qu'à faire, on a aussi rajouté un petit morceau de PDM juste pour minimiser les vibrations et bruits de l'eau qui pourraient se transmettre aux cloisons. Pour faciliter la réalisation et ne pas devoir mesurer ou tracer des repères, on s'est fabriqué un intercalaire. Sur base des 150 mm d'anthrax entre les appliques, on a rajouté une cale qui prend en compte le diamètre des appliques. Il n'y a plus qu'à la placer entre les deux et à visser. Et c'est pile poil. Pour les éléments seuls, c'est encore plus simple. Une fois que tout est installé, on a placé des bouchons de chantier dans les sorties. Il s'agit de bouchons à visser munis d'un joint. Cela permet de protéger le conduit des poussières, mais aussi de réaliser des tests sous pression. Et bien maintenant, il faut poser les tubes.
Pour notre installation, on a opté pour du tube multicouche qu'on a acheté en couronne, ici du diamètre 12-16, 12 à l'intérieur et 16 à l'extérieur. Et on a pris du tube préisolé. On coupe le premier morceau. Et là, en dégainant une partie, on se rend compte qu'il y a une petite entaille sur le tube. Alors on a coupé un autre morceau. Et rebelote, à nouveau une entaille. C'est cyclique. C'est certainement dû à un mauvais déballage avec un cutter d'une palette au magasin. Bon, il ne faut pas croire que ce n'est rien, même une petite entaille peut être un gros problème, surtout lors du cintrage. Car à cet endroit, il y aura une fragilité et le tube peut s'ouvrir sans difficulté. Bon, heureusement, on l'a vu, car certaines parties seront cintrées et avec l'isolant, on n'aurait pas nécessairement vu le souci. Bref, le magasin nous a changé la couronne sans problème et on a pu reprendre. On passe le tube dans les montants des cloisons et pour cela, il faut dégainer le tube. C'est ce qui nous a permis de voir les entailles. L'isolant est ensuite reposé entre les montants. Puis, pour atteindre les appliques, il suffit de cintrer le tube. Cela peut se faire à la main, et quand le rayon de cintrage est plus restreint, il vaut mieux utiliser des outils. Il en existe de plusieurs sortes, et nous on utilise des ressorts à cintrer. Il y a deux types de ressorts, ceux qui se placent à l'intérieur du tube, plus adaptés pour cintrer les extrémités des tubes, et des ressorts extérieurs qui se glissent sur le tube et peuvent se mettre n'importe où sur la longueur, mais alors il faut dégainer. Et là c'est un peu moins facile à cintrer vu qu'il faut le faire au niveau du ressort, la prise en main est moins facile. Bref, ces ressorts permettent de répartir uniformément l'effort de flexion, et c'est très important car le pire qui peut se produire c'est de croquer le tube. Il est alors inutilisable. Avant d'enfiler les tubes sur un raccord ou dans une applique, il faut retravailler la coupe. Pour cela, on utilise un outil, ici une version manuelle qui convient pour plusieurs diamètres. On l'insère dans le tube en faisant des rotations. Cela permet de redonner une forme parfaitement ronde au tube, c'est-à-dire de le calibrer, mais aussi, grâce à des lames, d'ébavurer la coupe et de rogner les bords du tube en faisant un chanfreinage. De cette manière, le tube s'insérera parfaitement sans risquer d'accrocher le joint et l'étanchéité sera assurée. Sur nos raccords, il y a aussi une petite fenêtre par laquelle on peut voir si le tube est suffisamment enfoncé. Il faut voir le blanc du tube pour que le raccord soit fiable une fois serti. Sinon, pour le principe de pose, pour chaque salle de bain, les tubes d'alimentation arrivent du bas et l'eau chaude est chaînée entre l'évier et la douche. Bon, et bien du coup, il faut enfiler les tubes vers les étages. On les a déjà déroulés et coupés à mesure, il faut encore les enfiler à travers les planchers. Donc, pour chaque salle de bain, il y a une arrivée d'eau chaude et 2 tubes d'eau froide. Cela parce qu'à terme, l'eau de la maison sera de l'eau de pluie dont une partie seulement sera potabilisée. L'eau de la douche n'a pas besoin d'être potable, d'où le tube supplémentaire. Bon, ce ne sera pas le cas dans un premier temps, tout proviendra de l'eau de distribution, mais au moins on se garde cette possibilité pour le futur. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. Pour éviter des frottements dans l'entresol avec la dilatation des tubes, on a posé de petites protections avec un film plastique de récupération et un morceau de jute. On fait donc monter les tubes dans les appliques. Et puis il faut faire la même chose pour le second étage. Au fur et à mesure de la traversée des cloisons, on repose l'isolation sur le tube.
Voilà, on a tout mis. Mais ça fait un paquet de tubes. Il faut dire qu'entre le moment où on a prévu les plans des étages et celui où on a réalisé les cloisons, en fait on a changé d'avis sur un nombre et l'emplacement des salles de bain. Heureusement, chaque tube est étiqueté pour ne pas s'y perdre. On va maintenant pouvoir faire les raccords et poser les appliques. Comme on le disait, il faut en premier lieu ébavurer la coupe. Puis on peut enficher les raccords en vérifiant bien le témoin de butée. Et tant que le bloc avec les appliques est flottant, on peut sertir les raccords parce qu'une fois attachés au mur, il n'y a pas assez de place pour les mâchoires de la machine. Puis on peut alors arrimer le bloc à la cloison. Voilà pour le premier étage. Bon, et puis on a réfléchi à tous ces tubes, et ça ne va pas en fait. Quand on a changé nos plans, on n'a pas repensé complètement les réseaux, et c'était une erreur. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Car les collecteurs, eux aussi, ont changé d'emplacement, faute de place pour les mettre aux étages. Et du coup, ça fait beaucoup trop de tubes. Alors on a revu notre schéma, et on a décidé de changer de méthode. Pour l'eau chaude et froide de la douche, un tube par étage, et un seul tube d'eau potable pour tous les étages, et cela avec des raccords. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. C'est plus simple de cette façon, il y aura de toute façon des vannes d'arrêt aux équipements. Ah oui, et nous n'avons pas fait de boucle sanitaire de l'eau chaude. On a calculé la contenance des tubes, et entre le ballon d'eau chaude et le point de puisage le plus éloigné, il y a moins de 3 litres dans le circuit, ce qui est une limite réglementaire en matière de lutte contre les légionnelles. Aussi important pour la pose de ces tubes, prendre en compte la dilatation thermique. On en reparlera pour le chauffage, où l'effet est plus marqué vu l'amplitude des températures. On a donc maintenant les tubes pour le second étage qui arrivent avec des T, ce qui nous permet de terminer l'installation des appliques. Parfois, on doit poser un petit morceau de tube et ce n'est pas facile d'ébavurer car le tube glisse dans la main. Alors on a trouvé un système pour pouvoir faire tourner le tube des deux mains en maintenant les bavureurs contre un radiateur. Et bien voilà pour les tubes d'alimentation des salles de bain. Il faisait caillant, c'était pendant de grosses gelées cet hiver, il y avait du givre à l'intérieur sur les fenêtres. On en vient maintenant aux évacuations qu'il faut aussi poser dans la cloison.
Alors oui, ce n'est pas idéal, mais il faut bien qu'on assume nos erreurs pour la conception de ces espaces. Surtout qu'avec les montants de l'ossature, ça ne tombe pas juste, les décharges étant sous les arrivées d'eau. Mais bon, ce sera caché et pas bien grave. Autre difficulté, entre les étages, il y a un décalage. Mais on trouvera bien une solution. Vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Mais bien sûr que je peux le faire. Ici aussi on a fait un schéma, et le principe c'est de tout réunir dans deux conduites de 70 sous le premier étage dans le plafond. Chaque conduite reprenant deux salles de bain composées d'une douche et d'un lavabo. On a donc tout le matériel, il n'y a plus qu'à. Nous avons opté pour un système de tubes en polypropylène à assemblage par joie. Il n'y a donc pas besoin de coller comme pour du PVC, cela reste amovible et démontable. En contrepartie, il faut disposer de toutes sortes de morceaux car ça doit à chaque fois s'emboîter dans un manchon. Et pour assembler deux pièces, il faut mettre un petit peu de lubrifiant sur le joint. On peut en mettre aussi un petit peu sur la partie mâle. Sans lubrifiant, les assemblages sont quasi impossibles à faire, surtout pour les plus gros diamètres. Alors qu'avec, ça va tout seul. Bon allez, on s'y met. Il faut d'abord percer les cloisons. Un trou au niveau de l'évacuation de l'évier et un dans le bas pour la douche. Il continuera vers l'étage inférieur, il faut donc aussi un trou vers le bas. On y mettra donc un T pour rassembler les eaux usées du lavabo et de la douche. Côté intérieur, la bombe de la douche sera connectée au T et les tubes venant du lavabo viendra sur le dessus du T via un réducteur. Bon, dessous, il va y avoir quelques déviations car il y a un décalage entre les cloisons des deux étages, comme on le voit bien ici. Hein? Il est pas beau celui-là? Ah, il a l'air assez exceptionnel, oui. Ce décalage était volontaire, comme on l'a expliqué lors du montage des cloisons, mais on n'a pas du tout pensé à cela à ce moment-là. Alors justement, passons en dessous pour installer la colonne de décharge principale. Elle est de diamètre nominal de 50 mm, ce qui rentre parfaitement dans la cloison. Il faut qu'on démonte quelques entretoises pour faire les trous, et puis on y enfilera les tubes. Bon, il faut surtout maintenant connecter ce tube au T juste au-dessus, et pour cela on va utiliser des coudes. Grâce à deux coudes d'un même angle de déviation, il est possible de créer toutes sortes de décalages. On peut même en combiner d'angles différents et les faire pivoter pour arriver à la configuration qui convient, car la hauteur de l'assemblage est aussi importante. Alors on a trouvé la combinaison qu'il nous fallait, on peut alors raccorder tout ça. Il y aura des petits soubresauts parce que j'ai vu au cul. Oui, pas de chance. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement chiant à faire. Ça me donne la maladie. C'est vrai que c'est chiant ça. Oui. Exceptionnellement chiant. Ouais. Comme cette vidéo peut-être. Mais voilà. Donc, ici on a rejoint le T du dessus qui était déjà décalé car la douche tombe juste au niveau de la poutre, au travers de laquelle on ne peut évidemment pas passer. Et puis pour la colonne d'à côté, eh bien là aussi on a dû faire un dévoiement car sinon la colonne tombait en plein dans les arrivées d'eau, sans compter en plein dans les montants. Vous ne vous reposez jamais, vous. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ah là 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 là, quel manque de planification tout ça. Changer d'avis nous aura vraiment coûté cher ce coup-là. Bon, comme solution, on aurait aussi pu tout mettre dans un coin de la salle de bain et faire un petit coffrage, mais les salles de bain sont déjà petites et ça aurait été pas idéal, sans compter qu'on aurait été gêné par les solives au deuxième étage, et du coup il fallait aussi relever le sol. Enfin, bon, mais soit, ce n'est pas impossible non plus. Fixons ce tube. Pour le passage à travers des entretoises, on prend en compte l'épaisseur des colliers de serrage. Et puis on fait des trous dans le bas.
Mais qu'est-ce qu'on fait là? Un coude pour rejoindre l'intérieur? Eh bien oui. Et ce n'est pas pour la douche, mais parce qu'on ne peut pas passer à travers le sol. On est juste sur une solive. On a voulu bien faire en soutenant bien la cloison, mais erreur, parce que rien ne peut plus passer à travers du coup. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Quand il faut faire une découpe, cela peut se faire au coupe-tube ou à la scie. Et il vaut mieux prendre un tube à peine plus grand que nécessaire pour avoir le moins de chute possible. Il existe pour cela des longueurs de tubes de toutes sortes, allant de 15 cm à 3 mètres, chacune avec un manchon. Pour un bon assemblage, après une coupe, il est toujours bon de débavurer et de chanfreiner la coupe, ce qu'on fait avec cet outil. Cela facilitera l'emboîtement sans risquer d'endommager le joint. Voilà. Dans le bas, vu les déviations, on a mis une pièce qui sert de regard de visite pour intervenir sur l'installation si jamais. Pour les colliers, ils s'attachent normalement avec une tige filetée ou une vis manchon pour collier. Mais la place étant limitée, on n'a pas fait comme ça. On a juste fait un petit trou pour faire la fixation avec une vis pas trop longue pour ne pas traverser la cloison, ce qu'aurait fait une vis manchon. L'intérêt de ces colliers, c'est qu'ils sont isolés avec une bande de caoutchouc pour réduire la propagation du son, en plus des tubes qui sont déjà étudiés pour cela. Autre intérêt d'un système à emboîtement par joint, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre en compte la dilatation. Ce sont les emboîtements qui reprennent cela. On a donc pu terminer les descentes et connecter les décharges depuis les éviers. Pour une pente, il faut un minimum de dénivelé, et ici c'est plus qu'assez. Bon, alors dans ce petit diamètre de 32, le fabricant ne fait pas de collier de maintien. On a donc improvisé avec un peu de feutre et de la bande perforée. Feutre qu'on a aussi mis dans le trou démontant pour assurer un maintien suffisant, mais aussi une petite isolation acoustique. Voilà pour le deuxième étage. On descend au premier pour faire la même chose. Et hop! Pour le regard, comme le système n'est pas collé, il est possible de faire pivoter la pièce. Avec le cache à l'avant, c'était un peu limite niveau épaisseur. Avant de refermer, on a marqué les endroits où il faut éviter de mettre une vis pour la couche d'OSB. Et aussi l'emplacement des trappes de visite. On a tout noté pour pouvoir faire un plan et savoir exactement où se trouve quoi. Allez, on passe côté salle de bain pour continuer. L'idée avec ces décharges est d'avoir deux lignes de tubes de diamètre nominal 70, reprenant chacun deux salles de bain. Chaque tube reçoit donc ce qui arrive depuis la cloison, donc la salle de bain du dessus plus le lavabo de celle-ci, et plus la douche de cet étage. Donc la même chose dans la salle de bain attenante, et puis le tout ira se connecter dans une plus grosse canalisation de 90. On ne va pas encore installer ces tubes sous les planchers, ce qui sera pour plus tard, mais on va déjà faire les trous et connexions. Et pour cela, on prend en compte l'écartement des tubes de 70 dictés par les T à 45 degrés qui seront verticaux. Alors, petite digression, le tube de 90 n'existe pas en France, où c'est plutôt de diamètre 100 qui est une spécificité française. Mais comme cette marque n'est pas facile à trouver par chez nous et qu'on est frontalier, on a pris la version belge dans un magasin spécialisé, donc de diamètre 90. Belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Mais il est assez marrant de voir que sur la version française du site internet du fabricant, pourtant exactement identique pour les deux pays, il n'y a que du diamètre 100. On devenait fou de ne pas trouver les bonnes références. Dans la construction, on a déjà noté plein de petites choses différentes comme ça, un peu embêtantes quand on ne le sait pas et qu'on s'approvisionne des deux côtés de la frontière. C'est trop juste. Il suffit qu'en plus le bac on le mette un
Bon oui, c'est bien de prendre les positions, mais il fallait penser au tube de raccord et à la taille de la bonde. J'ai pas pensé du tout à la taille, je voyais juste la croix, moi. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais par rapport à vous, Ah, écoutez, moi je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con. mon Dieu. Alors? Oui, c'est pas grave. Dans la salle de bain attenante, la même chose. En inversant l'ordre pour que la bonde de ce côté ne soit pas dans le même tube que celui qui ne reprend que la bonde d'à côté, histoire de bien répartir les eaux usées, même si la probabilité que tous les équipements soient en service en même temps est assez faible. Il y a d'ailleurs des coefficients à appliquer dans de plus grandes installations pour dimensionner les conduits non linéairement. Et pour finir, une petite fixation pour garantir une pente suffisante. Ces tubes seront sous le receveur de douche, comme la bonde, on ne perd donc pas d'espace. On ne pouvait pas mettre la bonde sous l'OSB, notamment au deuxième étage à cause des solives et poutres. Bon, et bien maintenant on va pouvoir refermer les cloisons de l'autre côté. Mais avant, on va tout de même faire un test sous pression d'air comprimé des tubes, afin de vérifier que tous les raccords et appliques sont bien sertis et étanches. Pour cela, on a réutilisé notre petit banc de test et mis sous pression à 5 bars. Et assez rapidement, on a vu la pression diminuer. Aïe aïe aïe. Eh bien en fait, c'est simplement parce qu'on avait oublié de sertir un des raccords. Oh la bourde. Bon allez, ça arrive, d'où l'importance de tester. La petite bague verte, toujours présente, le montre, mais avec les isolations sur les tubes, on voit moins bien tout ça. Bon, ici on a trouvé la fuite tout de suite, mais on était prêt avec un détecteur de fuite de gaz pour identifier le point problématique. Bon, et puis sinon tout va bien, on a laissé 48 heures et la pression n'a pas baissé. On peut donc refermer les cloisons sereinement. Comme prévu dans l'OSB, on a fait des trous pour pouvoir accéder au regard de visite. Bon, ce n'est pas dit qu'on fera les trappes dans le fermacelle, ou en fait dans la plainte, on verra bien, en tout cas on sait où elles sont. Et pour terminer, la même chose au deuxième étage. Et voilà, cela clôture les cloisons. Ah oui, enfin, bon, dans les cloisons, il y a aussi les tubes de chauffage et l'électricité. Et en fait, on y reviendra dans les prochains vlogs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt. Bon, ben je vais vous laisser.